Donc, bonjour, bienvenue à cette conférence midi de l'Institut d'éthique appliquée. Mon nom est Sandra Bélanger, je suis la coordonnatrice scientifique. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce midi. Dans le fond, juste pour questions techniques, cette conférence est enregistrée. Par contre, la période de questions ne l'est pas. Donc, c'est vraiment le contenu de la conférence qui est enregistré et va être disponible sur notre chaîne YouTube là, dans le courant de la semaine. Donc, vous allez avoir le loisir et le plaisir de la réécouter. Aussi, Madame Tremblay, dans le fond, va nous fournir là, le PowerPoint de la présentation qui va vous être envoyé par courriel là, à la suite de la conférence. Donc, pour présenter la conférence et notre conférencière, je passe la parole au professeur et à notre collaborateur de longue date, M. Andrew Freeman. Merci beaucoup et bienvenue à tout le monde. Mon nom est Andrew Freeman, je suis un professeur au département de réadaptation dans la faculté de médecine et un membre de longue date de l'Institut d'éthique appliquée et une collègue facultaire de notre conférencière aujourd'hui, Marie-Claude Tremblay. Donc, formée en santé publique, promotion de la santé, Marie-Claude Tremblay est professeure agrégée au département de médecine familiale et de médecine d'urgence, ainsi au vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu de la faculté de médecine. Elle est aussi chercheuse régulière à VITAM, Centre de recherche en santé durable. Avec Alex McComber, elle co-dirige actuellement le programme de recherche en santé autochtone de l'unité de soutien SRAP du Québec. Depuis 2013, professeur Tremblay met de l'avant des partenariats respectueux et égalitaires dans le cadre de différentes initiatives et projets de recherche en santé autochtone. Les travaux de recherche de professeur Tremblay visent à améliorer les soins primaires ainsi qu'à faciliter l'accès aux soins pour les populations autochtones. Son programme de recherche inclut différents projets qui s'intéressent aux aspects culturels de l'accès et l'utilisation des soins, aux enjeux de stigmatisation présents dans le système de santé, à la participation des patients dans les soins et la recherche, ainsi qu'à la réflexivité comme mode de transformation des pratiques de santé. Bienvenue, Madame Tremblay, c'est à vous. Merci. D'abord, merci au comité de l'IDEA pour l'invitation. Pour moi, c'est une première ici de présenter. Je vais partager mon écran. Donc, juste me dire si vous voyez bien mon PowerPoint. Oui. On me fait signe que oui. Je vais juste redisposer les choses. Oui, donc avant de commencer, je voudrais reconnaître que l'Université Laval est située à la croisée des territoires du peuple Huron-Wendat, du peuple Wabanaki, du peuple Innu, du peuple Atikamekw et Malécite. Comme on m'a présenté, en fait, j'allais répéter un peu tout ce qui a déjà été dit là, dans la présentation, mais oui, je suis une chercheuse formée en santé publique, en promotion de la santé, là, plus spécifiquement, qui travaille sur des enjeux en lien avec l'accès aux soins pour les populations autochtones. Donc, c'est certain que la sécurisation culturelle, c'est un peu le cœur de mon programme de recherche. La plupart de mes projets vont aborder ce concept-là de différentes façons. Puis, je le mentionne aussi, je ne suis pas une chercheuse en éthique, donc je n'ai pas reçu une formation en éthique appliquée ou peu importe, mais je suis quelqu'un qui aime me questionner par rapport à mes pratiques de recherche, par rapport aux thématiques de recherche, par rapport aux concepts que j'utilise dans mes recherches, dans le cadre de démarches réflexives. D'ailleurs, la réflexivité, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui est lié d'une certaine façon à la sécurisation culturelle. Donc, j'espère que ce que j'ai préparé aujourd'hui pourra apporter des choses intéressantes là, pour vous. Là, je pars vraiment du niveau zéro parce que je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec cette thématique de recherche-là, ce domaine-là là, qui est la santé des Autochtones. Donc, je me suis dit, je vais partir un petit peu de la base là, pour pouvoir rejoindre tout le monde. Vous le savez probablement au Canada puis ailleurs dans le monde,
En fait, dans presque tous les pays qui ont une histoire coloniale, les populations autochtones expérimentent des inégalités de santé qui sont importantes en comparaison avec le reste de la population. Quand on parle d'inégalités sociales de santé, on parle d'espérance de vie plus courte. On parle de taux de suicide, de pauvreté, de chômage plus élevé. On parle de plus grande prévalence de maladies mentales, de maladies chroniques et de maladies infectieuses. Donc, vous avez sûrement déjà vu ces statistiques-là. Par contre, il faut résister à concevoir ça comme le produit de comportements risqués, de comportements problématiques ou de différences culturelles. En fait, il faut considérer ces inégalités-là comme le produit d'interactions complexes entre des conditions historiques, des conditions socio-économiques et politiques qui vont façonner la santé. Donc, il faut voir un peu plus loin que les comportements individuels. Il faut aller voir dans une perspective plus historique pour comprendre où s'inscrivent ces inégalités de santé chez les Autochtones au Canada et ailleurs. C'est pour ça que dans mon domaine, en fait, c'est un consensus scientifique. Souvent, on va voir le colonialisme comme un métadéterminant de la santé. C'est en fait comme un supradéterminant qui a des effets sur tous les autres déterminants de la santé, que ce soit, par exemple, l'éducation, le niveau socio-économique, etc. Puis quand je parle de colonialisme, je parle aussi de ses conséquences, donc des traumatismes intergénérationnels, le système des pensionnats, etc. Donc, je vais y revenir un peu plus tard. Encore ici, je pars vraiment de la base parce que je ne sais pas si vous êtes familier aussi avec ces concepts-là. Le colonialisme, c'est une idéologie qui cherche à justifier la colonisation, donc la domination politique, militaire, l'exploitation d'un territoire par un État étranger au détriment des populations locales. En fait, c'est une idéologie qui est raciste parce qu'elle est fondée dans la croyance de la supériorité d'une culture par rapport à une autre culture. Lorsque les Européens sont arrivés ici, ils ont catégorisé les Autochtones comme des sauvages, ils les voyaient comme primitifs, ils concevaient que leur culture était primitive par rapport à la leur. Donc, c'est tout ce que ça renvoie, cette idée de supériorité d'une culture par rapport à une autre. Et c'est un peu, c'est là que s'ancre finalement le colonialisme. Pourquoi la sécurisation culturelle? Bien, premièrement, je ne sais pas si vous connaissez un peu les jalons historiques en termes de commissions d'enquête au Canada qui ont fait état justement de différentes inégalités ou des problèmes finalement qu'expérimentaient les Autochtones. Il y a eu premièrement la Commission royale sur les peuples autochtones en 1996 qui visait justement à enquêter sur les problèmes qui sont liés les problèmes qui nuisent au rapport entre les Autochtones et le reste de la société. Donc, un rapport très extensif et très intéressant, mais qui a été tabletté assez rapidement et puis qui n'a pas eu de retentissement qu'il aurait pu avoir. Il y a la Comité de vérité et réconciliation, plus près de nous en 2015, qui a examiné, donc il était une commission d'enquête sur finalement le système des pensionnats, l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées en 2019, et encore plus près de nous, la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec, ce qu'on appelle aussi la commission Vient, où là, on a fait enquête dans différents types de services, autant pour ce qui est de la santé que les services sociaux, etc., l'éducation. Et toutes ces commissions d'enquête-là ont mis en lumière la discrimination, les violations de droits, les traumatismes, les torts subis par les Autochtones au sein de différentes institutions de la société canadienne. Et elles ont toutes plaidé pour des actions qui permettraient de s'attaquer aux causes profondes de la violence institutionnelle et du racisme systémique à travers des approches de décolonisation et de sécurisation culturelle avec les communautés autochtones. Donc, il y aura peut-être que pour plusieurs d'entre vous, c'est une évidence aussi. Il faut se rendre compte que nos systèmes de santé sont un prolongement du système colonialiste
qui a contribué finalement au génocide culturel des Autochtones. Et quand je parle de génocide, ça n'implique pas nécessairement un peuple qui tue un autre peuple, comme on entend souvent là, pour le génocide du Rwanda. Quand on parle de génocide culturel, c'est d'assimiler contre leur gré les peuples autochtones, d'éradiquer leur culture, leur caractère distinct et d'en faire des Canadiens comme les autres. Donc, c'était le projet finalement du gouvernement canadien. Et c'est pour ça qu'on parle de génocide culturel. Et donc, le système de santé a été un appareil de ce système colonialiste-là plus largement. Donc, a participé de différentes façons à ce génocide culturel-là. Qu'on pense aux épidémies de variole planifiées, par exemple, ça remonte là, très loin, là, où les religieux allaient donner des couvertures qui étaient infectées à la variole de façon volontaire pour propager cette maladie-là chez les Autochtones. Qu'on pense au décès de tuberculose évitable. Puis moi, j'ai en tête l'exemple des pensionnats où les enfants qui étaient atteints de tuberculose n'étaient pas isolés des autres, comme il se doit et comme on le savait à cette époque-là. Donc, la maladie se propageait dans les pensionnats, là, puis avec des conséquences néfastes quelquefois. Les expériences scientifiques, les mauvais traitements qui ont été faits dans les pensionnats et dans les hôpitaux indiens, ce qu'on appelait les hôpitaux indiens. Puis quand je parle des expériences scientifiques, c'est carrément des expériences de nutrition qui ont été menées dans les pensionnats où on allait randomiser certains pensionnats en disant, bon, on va donner de la farine enrichie à tel pensionnat, aux enfants qui sont dans tel pensionnat, puis pas de la farine pas enrichie, en sachant que ces enfants-là expérimentaient des carences alimentaires pour observer les conséquences. Bref, tout ça, là, c'est des expériences atroces là, qui ont été commises sans le consentement, on s'en doute, des Autochtones. Les stérilisations forcées des femmes autochtones qui ont été perpétrées par des médecins. Donc, il y a des rapports aussi là-dessus, si ça vous intéresse, mais quand on parle de violence obstétricale, violence dans le système de santé, je pense que c'est un excellent exemple où des femmes ont été dépossédées finalement de leur capacité de procréer là, sans leur consentement. Puis ensuite de ça, les enlèvements, les disparitions d'enfants qui ont été faits avec la complicité du système de santé. Donc, on envoyait, puis il n'y a pas si longtemps que ça encore, là, dans les années 70, même on envoyait des enfants se faire soigner dans les villes et puis ils ne revenaient jamais parce qu'ils avaient été mis en adoption avec la complicité là, du système de santé. Donc, ce sont tous certains exemples, ce sont tous des exemples de comment le système de santé, finalement, est aussi colonialiste et puis a pu prendre part à ce génocide culturel-là. Donc, avec ça, je pense que vous n'aurez pas de misère à imaginer que notre système de santé est culturellement insécuritaire pour les Autochtones. On dit qu'il y a un système où des pratiques sont culturellement insécuritaires ou risquées lorsqu'ils diminuent, dévalorisent, humilient ou stigmatisent l'identité culturelle ou le bien-être d'un individu sur la base de sa race, de son origine non culturelle. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que le système de santé n'est pas culturellement neutre. Souvent, quand je mentionne ça dans des cours avec des étudiants en sciences de la santé, ben des fois, c'est un choc pour eux de prendre conscience de ça. C'est que notre système de santé est fondé sur une certaine vision occidentale de la santé, une certaine vision aussi de la médecine. Donc, les principes de notre système de santé est fondé dans nos visions, dans nos valeurs occidentales. Par exemple, un concept de santé qui est principalement biomédical, donc santé qu'on va définir principalement sur la base de la santé physique. Nos approches sont très, très individualisées en ce qui concerne autant les décisions de soins que tout ce qui concerne, par exemple, la confidentialité. Donc, l'individu est considéré comme une unité de base, alors que ce n'est pas nécessairement le cas pour d'autres cultures. La compartimentalisation, c'est un autre principe qu'on voit beaucoup dans notre système de santé, qui découle aussi de notre système scientifique, là, mais où chaque pathologie est compartimentalisée. Donc, chaque pathologie, chaque système physiologique
est séparé, donc la séparation, la compartimentalisation. Donc, tout ça, finalement, ça traduit une certaine vision qui est notre vision à nous. Et ça fait en sorte que nos programmes, nos pratiques de soins sont basés dans nos valeurs, nos principes, nos perspectives et ne vont pas nécessairement être adaptés aux besoins des Autochtones ou aux réalités des Autochtones. Et donc, ça peut créer, encore une fois, de l'insécurité culturelle. Jacques Vien, là, dans son rapport, mentionnait dans ses conclusions, finalement, qu'il semble impossible de nier la discrimination systémique dont sont victimes les membres des Premières Nations et des Inuits dans leur relation avec les services publics ayant fait l'objet de l'enquête. Les structures, les processus en place font montre d'une absence de sensibilité évidente aux réalités sociales, géographiques et culturelles des peuples autochtones. Donc, c'est un peu aussi ce que je disais là, précédemment. En fait, c'est que, puis quand on parle de racisme systémique qui crée des inégalités de façon non intentionnelle, finalement, parce qu'on n'a pas pris en compte les besoins, les réalités des groupes minoritaires, ben c'est ça un peu. Puis la discrimination systémique, c'est le résultat d'une certaine forme de racisme systémique qu'il peut y avoir dans le système. Il y a aussi, en fait, il faut se rendre compte aussi que le système de santé, ce n'est pas un système fermé, c'est un système ouvert sur la société. Donc, les acteurs du système de santé sont les gens de la société qui sont soumis aux mêmes stéréotypes, finalement, qui existent, qui sont répandus dans la société, qui ont les mêmes préjugés et qui peuvent amener ça aussi dans le système de santé. Donc, les interactions entre les patients et les prestataires de soins sont souvent caractérisées par la stigmatisation, de la discrimination, du racisme. Donc, les préjugés, tout ça qui circule, sont ramenés, peuvent perpétuer du racisme, de l'exclusion dans le système de santé. Vous connaissez probablement tous, vous avez probablement tous entendu parler de Joyce Echaquan. Donc, cet exemple tragique, éloquent et puis abject aussi de comment le système de santé peut être culturellement insécuritaire envers les Autochtones. Pour ceux qui ne sont pas au courant, bon, bref, ça me surprendrait qu'il y ait des gens ici qui ne soient pas au courant, mais Joyce Echaquan est une mère de cet enfant atikamekw qui vient de Manawan et puis qui avait été admis à l'hôpital, au centre hospitalier de la Naudière à Joliette. Et donc, quelques heures avant de décéder, elle a capté et diffusé dans un groupe de sa communauté. Elle a capté des propos racistes et dégradants de certains professionnels de santé qui devaient prendre soin d'elle. Et puis ça l'a fait le tour là, des médias du monde entier. Ça a suscité le choc, l'effroi, l'indignation. Pour certains aussi, c'était comme une prise de conscience. Et ça a déclenché aussi des discussions autour du racisme systémique envers les Autochtones. Ce que peut-être certains ne savent pas, peut-être moins d'entre vous savent, c'est qu'il y a eu d'autres formes aussi de processus d'exclusion à l'œuvre dans le cas de Joyce Echaquan. Et ces processus-là ont été bien décrits là, dans le rapport de la coroner Kamel, qui vient de sortir là, à la fin septembre. Mais c'est une lecture qui est difficile, mais qui est nécessaire, je pense, pour plusieurs, je dirais pour tous ceux qui font partie de cet organe-là, qui est le système de santé. Mais en gros, ça, c'est quelques faits là, qui sont décrits dans le rapport. Bon, comme on sait, elle est entrée le 26 septembre pour des douleurs abdominales importantes. Le 27, elle présente des signes d'agitation et là, l'équipe clinique en place pense tout de suite qu'il s'agit d'un sévrage, qu'elle est en sévrage de narcotiques, sans qu'une réelle consommation puisse être démontrée, sans qu'elle mentionne qu'elle prenait des narcotiques. Et donc, l'équipe va faire une demande d'évaluation au centre des dépendances à Joliette. Et le rapport d'évaluation va revenir le 28 en disant non, ce ne sont pas des symptômes de sevrage. Mais malgré tout,
Joyce Echaquan va être rapidement catégorisée comme une patiente narcodépendante par l'équipe. Et comme on peut le voir dans les notes de dossier, par exemple, comme une patiente difficile, non coopérative. Et ça, ce sont des préjugés qui affectent beaucoup de patients autochtones qui consultent dans le système de santé. En fait, ce sont des préjugés qui sont rapportés dans la littérature depuis longtemps. Et donc, sur la base de cette étiquette-là, comme quoi elle est narcodépendante, qu'elle est théâtrale, etc., ces plaintes sont ignorées par le personnel soignant. Et c'est ce qui amène la coroner à conclure que Mme Echaquan a bel et bien été ostracisée, que son décès est directement relié aux soins obtenus lors de son hospitalisation et que sa mort aurait pu être évitée. Donc, une conclusion assez dramatique, finalement. À la suite de cette tragédie-là, la communauté de Manawan va entreprendre une démarche de revendication de ses droits. Donc, un appel à l'action qui est porté autant par la communauté, le Conseil de la communauté, que le Conseil de la Nation Atikamekw auprès de l'Assemblée nationale du Québec. Le principe de Joyce vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable sans aucune discrimination à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Et ce principe-là requiert obligatoirement la reconnaissance et le respect des savoirs et connaissances traditionnelles et vivantes des Autochtones en matière de santé. En soi, là, le principe de Joyce s'inspire de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. On reconnaît, là, pour ceux qui connaissent les deux, le vocable qui est utilisé, dont c'est très proche. Et dans la proposition, parce que bon, la communauté a amené ça comme une proposition pour un projet de loi à l'Assemblée nationale. On propose aussi des stratégies d'action qui sont axées sur l'autodétermination des Autochtones et la sécurisation culturelle également. Ce sont des mots-clés là, qui figurent dans le document. Donc, on arrive tranquillement à l'idée de la sécurisation culturelle. Puis là, j'ai dit encore du pain sur la planche parce que la définition, pour l'instant, ne fait pas l'objet d'un consensus. C'est un concept, si on se remet dans une échelle là, de la science qui est encore assez jeune. Donc, c'est un concept qui est encore en développement. Et puis, quand je dis qu'il n'y a pas de consensus, c'est que ça a été défini tour à tour comme un processus, un résultat à atteindre, un état, une approche, un concept et même une théorie. C'est donc un concept qui est assez abstrait, complexe et difficile à traduire dans les pratiques pour l'instant. Il y a plusieurs définitions, applications du concept qui sont proposées, qui sont quelquefois un peu contradictoires, et puis c'est ce qu'on va voir là, dans les prochaines diapositives. En gros, je pense que ce qu'il faut retenir de ce concept-là, ce qui est vraiment clé au cœur là, du concept, c'est que ça vise à promouvoir une perspective critique des soins de santé offerts aux Autochtones dans les pays néocoloniaux, donc avec une histoire coloniale, en portant l'attention sur les inégalités sociales, les structures de pouvoir sous-jacentes au système. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la sécurisation culturelle, là, c'est une idée, un concept qui a été développé par une infirmière maori dans un cadre éducationnel, donc pour les sciences infirmières. Et elle-même le définissait à la fois comme un processus et un résultat. Mais parmi sa première définition proposée, c'était, je l'ai mis ici, là, « The effective nursing of a person from another culture by a nurse who has undertaken a process of reflection on cultural identity ». Donc, quelqu'un qui a réfléchi sur sa propre identité culturelle et qui peut donner des soins efficaces à quelqu'un d'une autre culture et qui reconnaît aussi l'impact de sa culture sur ses pratiques. Donc, on voit beaucoup de liens ici avec la réflexivité puis l'auto-réflexion. Je vais y revenir. Ramsden a aussi défini la sécurisation culturelle comme faisant partie d'un continuum, où, dans un premier temps, on trouve la conscience culturelle. Donc, la conscience culturelle, c'est seulement reconnaître qu'il existe des différences culturelles. C'est vraiment la base, finalement. La sensibilité culturelle,
c'est non seulement reconnaître qu'il existe des différences, mais aussi respecter ces différences-là. Donc, là, on est dans une approche de respect des différences. La compétence culturelle, bien, une compétence, souvent, on va voir ça comme une capacité d'agir. Hein? Donc, c'est une capacité de travailler efficacement dans un contexte interculturel. Et là, la sécurisation culturelle arrive au bout de ce continuum-là comme une prise de conscience des inégalités de pouvoir et du colonialisme dans les soins, mais prise de conscience, mais aussi contestation. Donc, ça va plus loin que la prise de conscience, c'est d'être capable de contester aussi les inégalités de pouvoir et le colonialisme dans les soins. Donc, c'est vraiment ce qu'on ajoute, c'est le rôle du colonialisme et les relations de pouvoir dans les soins. C'est ce qu'on ajoute à la sécurisation culturelle. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu trompeur de le présenter comme ça sur un continuum parce que c'est plus qu'une autre étape là, au sein d'un continuum. Ça suggère un changement radical de paradigme qui repose sur une compréhension plus politisée des inégalités de pouvoir liées à la culture et à la race. Donc, le laisser comme ça dans un continuum où l'unité est plus l'individu qui va pouvoir avancer à travers la conscience culturelle, la sensibilité. Ben, moi, je trouve que c'est un peu trompeur parce que la sécurisation culturelle, justement, ça l'engage plus que l'individu. Mais je vais revenir aussi à ça. On parlait de l'autoréflexion, tantôt de la réflexivité. Il y a l'Association des médecins autochtones du Canada qui a même fait de la composante d'autoréflexion un élément central de la définition de sécurisation culturelle. Donc, selon eux, ils ont fait un référentiel de compétences en sécurisation culturelle. Donc, selon eux, c'est un état selon lequel un professionnel épouse l'habileté de l'autoréflexion comme moyen de faire avancer une rencontre thérapeutique avec les peuples des Métis, des Inuits, des Premières Nations et d'autres collectivités. Donc, la composante d'autoréflexion qui analyse les inégalités de pouvoir, la discrimination institutionnelle, la colonisation dans les soins, c'est très central pour eux. C'est comme ça qu'ils vont définir la sécurisation culturelle. Mais encore là, le problème avec cette définition-là, c'est qu'on fait porter le fardeau de la sécurisation culturelle sur l'individu. C'est le professionnel de santé qui est responsable de mettre en place des pratiques culturellement sécuritaires. Donc, on place l'essentiel du changement entre les mains des professionnels, ce qui est injuste un peu finalement parce qu'on leur demande de prendre conscience et de renverser des rapports de pouvoir qui vont des fois se développer au niveau des structures et de démanteler le colonialisme qui existe dans les soins, mais un professionnel seul ne peut pas faire ça. Alors, c'est pour ça que moi, cette idée-là de le voir au sein d'un continuum comme ça me laisse un peu perplexe. Et puis, ça maintient toujours aussi le focus sur les interactions entre les patients et les professionnels de santé, alors que dans les faits, pour appliquer la sécurisation culturelle, il faut aller plus loin que les interactions thérapeutiques. Il faut dépasser ce niveau un à un ou interindividuel. Il y a d'autres définitions aussi qui proposent que la sécurisation culturelle est un résultat. Donc, un résultat qui est évalué par le patient lorsqu'il reçoit des soins exempts de racisme et de discrimination. Puis même Ramsden, elle l'a proposé aussi comme ça. Donc, elle l'a proposé comme un processus au sein d'un continuum, elle l'a proposé comme un résultat. Puis ici, vous pouvez voir sa définition. Mais le patient, dans ce cas-ci, est au centre de la définition des soins qu'il reçoit. Il est aussi au centre de l'évaluation de la qualité des soins reçus en termes de sécurité ou de sécurisation culturelle. Puis, ces définitions-là ont l'avantage de faire ressortir le fait que la sécurisation culturelle, c'est un concept relativiste. C'est-à-dire que ce qui est culturellement sécuritaire pour quelqu'un ne l'est pas nécessairement pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que l'évaluation doit résider entre les mains des patients parce qu'ils sont les seuls qui peuvent définir si
s'ils reçoivent des soins culturellement sécuritaires en fonction de leurs propres valeurs, de leurs propres normes culturelles. Et l'autre avantage aussi de placer le focus sur la sécurisation culturelle comme un résultat expérimenté par le patient, c'est qu'on remet l'importance, on légitime les voix marginalisées des patients. Donc, on met l'emphase sur l'expérience du patient, ce qui nous permet de renverser les relations de pouvoir. Donc, on redonne le pouvoir au patient en laissant une place de choix à la voix de ceux qui ont été historiquement marginalisés par la colonisation, par d'autres processus d'exclusion dans la société. En même temps, si on regarde les définitions précédentes, c'est toujours un peu paradoxal parce qu'on va demander aux patients d'évaluer, de juger les capacités d'autoréflexion des professionnels, par exemple, si on considère que la sécurisation culturelle, ce sont les capacités d'autoréflexion des professionnels. Donc, un processus très, très intérieur. On va demander aux patients de juger de tout ça, de leur capacité, de la capacité des professionnels de prendre en compte les inégalités de pouvoir. Donc, et encore là, ce type de définition-là suppose que la sécurisation culturelle, ça se passe seulement au niveau du patient et de son professionnel de santé, donc seulement au niveau des interactions thérapeutiques. Moi, personnellement, j'aime mieux voir la sécurisation culturelle comme un projet transformatif. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être plus parlant. Donc, comme un concept qui vise à favoriser une réelle transformation des soins de santé et du système de santé en reconnaissant l'impact du colonialisme et du racisme sur la santé des Autochtones. Donc, dans ce cas-ci, ça implique, oui, des changements au niveau des individus, mais aussi au niveau des communautés, au niveau de la société, au niveau des structures, etc. C'est aussi, le principe fondamental du projet transformatif qui est la sécurisation culturelle, ça suppose aussi l'autodétermination des Autochtones en matière de soins de santé. Donc, qui soient à même de déterminer, de participer au moins de façon équitable dans la définition de leurs soins de santé. Donc, on retrouve aussi ce renversement des pouvoirs où ce sont justement ces communautés-là historiquement marginalisées qui maintenant ont le pouvoir de définir qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qui répond à leurs besoins. La sécurisation culturelle comme un projet transformatif, bon, ça va sous-tendre des changements sociaux. Souvent, on va la présenter comme un outil de justice sociale et même un moteur pour le changement social. Et donc, de la part des institutions publiques et gouvernementales, ça va nécessiter une reconnaissance et une acceptation de la différence, de l'exception et de l'expertise autochtone, comme le mentionne Carole Lévesque. Et les acteurs institutionnels vont être invités à prendre conscience des rapports de pouvoir inégalitaires qui se manifestent envers les Autochtones et à les contester dans le cadre de cette même démarche de changement social qui peut être portée par les communautés. Bon, donc c'est ici qu'on arrive à une discussion plus en lien avec l'éthique et puis ce concept-là de la sécurisation culturelle. Moi, pour essayer de réfléchir à ça, bon, j'en suis revenue à c'est quoi l'éthique? C'est quoi l'éthique en promotion de la santé, là, qui est mon domaine de spécialisation? Moi, je considère que la sécurisation culturelle, c'est un enjeu de promotion de la santé. Donc, l'éthique, c'est une délibération morale en lien avec la pratique et l'intervention et l'idéal normatif de la promotion de la santé. En fait, moi, c'est ce que j'ai trouvé, puis vous me direz si vous êtes d'accord avec ça ou pas. On sait que la promotion de la santé, c'est un champ qui pourfend certains idéaux, bon, que ce soit la participation, l'accent mis sur les communautés, la participation des communautés, l'autonomisation, l'équité aussi en santé, qui est très, très important, et même la justice sociale. Donc, l'idéal normatif, la promotion de la santé, est préoccupé avec l'équité des arrangements sociaux. Ça veut dire que les structures sociales et institutionnelles de la santé doivent être réarrangées afin d'améliorer les choses pour tous, en partenariat avec les citoyens qui sont conçus comme des acteurs actifs
Puis ça, c'est très important parce que c'est une valeur importante, la participation dans la promotion de la santé. Oui, comme je le mentionnais, c'est ça, l'intervention doit être développée en partenariat respectueux avec les communautés concernées. Elle doit permettre le développement des capacités et l'autodétermination de celles-ci. Donc, on s'oppose à une vision plus utilitariste de maximisation de la santé, par exemple, qui pourrait être portée par d'autres courants en santé publique. En promotion de la santé, vraiment, le processus a une importance morale. Donc, ce n'est pas tant le résultat. Oui, on vise l'équité, mais le processus aussi, la participation, le respect, le développement des capacités, très, très important. Et puis, quand on parle de l'éthique en santé autochtone, on va encore plus loin là-dedans. On va dans le contrôle des Autochtones sur les processus et les produits en lien avec leur santé et les services en lien avec leur santé. Donc, tout ça, vous pouvez voir que ça rejoint en beaucoup de points le concept de sécurisation culturelle, parce que la sécurisation culturelle, comme je l'ai mentionné, est beaucoup concernée par la promotion de l'équité, donc de renverser les rapports de pouvoir inégalitaires, de démanteler le colonialisme. La sécurisation culturelle est aussi préoccupée par l'autonomisation, donc le fait que ce soit les communautés qui décident quels soins de santé elles ont besoin et comment est-ce qu'elles veulent le recevoir. La participation communautaire également. Donc, tout ça rejoint finalement les principes éthiques là, en promotion de la santé. Puis juste pour aller un peu plus loin, dans la discussion, il y a plusieurs applications potentielles qui peuvent être faites du concept de sécurisation culturelle. Jusqu'ici, il y en a eu beaucoup parce que, bon, comme étant donné la diversité un peu là, qui sous-tend les définitions de ce concept-là, il y a eu plusieurs mises en application pour différentes... Bon, la sécurisation culturelle, par exemple, a été utilisée comme cadre éducationnel, a été utilisée comme grille analytique. Donc, ça peut être conçu comme un discours moral. On pourrait utiliser la sécurisation comme un discours moral pour promouvoir des soins sécuritaires pour tous. Ça pourrait être utilisé ça peut être utilisé comme un cadre pour l'intervention, comme j'ai mentionné, un peu pour repenser les modèles et les pratiques de soins. C'est un peu ce que moi, j'essaie de faire dans le cadre de ma recherche. Ça peut être utilisé également comme un outil analytique réflexif pour évaluer nos politiques, nos pratiques institutionnelles et puis à quel point est-ce qu'elles contribuent ou non à des soins de santé qui sont culturellement sécuritaires ou non. Donc, il y a plusieurs applications possibles de ce concept-là et puis certains aussi en lien avec des réflexions qui concernent plus l'éthique de nos pratiques. Puis, je me rends compte que c'est ma dernière diapo. Puis, j'ai terminé là-dessus.